Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le président du Parti travailliste, Louis Cotreil-Regaille. Bonjour. Bonjour madame et bonjour aux auditeurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous faites l'actualité parce que le Parti travailliste change de stratégie. En 2018, vous aviez créé l'événement en prônant la non-participation au premier référendum. Cette fois-ci, vous appelez à participer largement. Qu'est-ce qui justifie ce changement de cap ? C'est la situation politique. On a pris une décision de responsabilité en 2018, puisque nous avions été les seuls à convoquer un congrès extraordinaire pour analyser les choses et prendre une décision par rapport au référendum de novembre 2018. Et donc, selon notre analyse du moment, les conditions n'étaient pas réunies pour un référendum sincère dans le sens de l'autodétermination, compte tenu du corps électoral à ce moment-là, et puis par rapport au bilan de l'application de l'accord de Nouméa. Donc, on avait décidé à ce moment-là de ne pas participer au référendum. La participation pour nous aurait été une caution de la situation politique et c'était donc avaliser ce corps électoral qui pour nous n'était pas bon. Mais les conditions n'ont pas changé depuis 2018. Absolument. Les conditions n'ont pas changé, mais ce qu'il en est suivi après notre décision de 2018, c'est plusieurs choses. D'abord, une exploitation honteuse de la part du FLNKS de notre position, assimilant la non-participation prônée par le Parti travailliste à un vote contre l'indépendance. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la situation politique, par cette décision, n'a pas du tout évolué. D'une manière générale, et puis vis-à-vis de notre parti, ça a été quelque chose qui n'a pas été très bien perçu au niveau de la population kanak en particulier, qui aspire donc à l'indépendance. Et donc, compte tenu de cette situation, compte tenu de ce qui s'est passé, par exemple, je donne l'exemple de cette association regroupant les 43 000 personnes qui ne participent pas aux élections provinciales, donc qui revendiquent et qui donc font des recours justement pour participer. Et vous savez que la participation de ces 43 000 personnes condamnerait définitivement le peuple kanak à être un simple représentant dans son pays. Et donc ça, c'est quelque chose qui pour nous a été comme une sorte d'alerte et qu'il fallait absolument arriver à une stratégie qui puisse porter une mobilisation des indépendantistes. Mais ensuite, pour dire les choses un peu autrement, on a le sentiment que vous avez mal vécu d'être présenté comme le bouc émissaire un petit peu par le FLNKS, qui vous a reproché en quelque sorte d'être responsable de la victoire du non. Vous vous êtes un petit peu dégonflé en fait. Vous avez pas voulu être montré du doigt encore une fois comme étant ceux qui avaient empêché la victoire du oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit précédemment, nous avons pris une décision en 2018 que nous avons assumée, que nous continuons à assumer. Effectivement, nous avions été pointés du doigt et devenus le bouc émissaire du FLNKS pour faire oublier son propre échec. Il avait dit que au soir du référendum, il y aurait l'indépendance du pays, ce que nous avions dit. Nous avions dit non, c'était pas vrai. Et donc, je disais tout à l'heure que par rapport à ça, justement, et par rapport au fait que la situation politique pour nous s'aggrave, on l'a vu avec la gestion du Covid-19, sur les questions de rapatriement des personnes, malgré les risques sanitaires, l'État qui s'immisce dans les prérogatives de la Nouvelle-Calédonie pour changer les questions de sécurité. Encore récemment, on apprend que le président du gouvernement, en relation avec le haut-commissaire, donc a accepté que
les voyageurs qui viendront en Nouvelle-Calédonie, il n'y aurait pas besoin d'un contrôle a priori sur en fait s'ils étaient porteurs ou pas du Covid-19. Donc cette situation politique nous incite. Il y a aussi un autre élément, c'est que on a remarqué que les flux migratoires ont continué et ont plutôt augmenté. Donc, il est apparu pour nous, lors de cette convention, qu'il était nécessaire d'affirmer avec force la revendication de l'indépendance, parce que on a l'impression que cette revendication est devenue banalisée dans notre pays. Et je comprends pourquoi les gens pensent ça, parce que il y a plus d'affirmation politique en face de ça, et notamment au niveau des institutions, par exemple. Et quand je dis ça, je parle de FLNKS. Donc par ailleurs, il y a un mouvement nationaliste qui existe et qui se développe. Mais ce mouvement nationaliste tient aussi à affirmer donc son désir d'indépendance à travers le vote du oui. Et donc c'est pour ça que... C'est quoi ce mouvement nationaliste? C'est qui c'est? Un regroupement de plusieurs partis. C'est ça. Donc une partie de l'UC notamment? Comment? Une partie de l'Union calédonienne dedans? Peut-être, mais c'est surtout donc le MNIS, ceux qui se trouvent autour du CNDPA. Et donc... il y a là, pour nous, un terreau favorable à redynamiser donc les choses, et puis surtout à exprimer une voix forte par rapport à ce que nous considérons comme des abus, par rapport à une situation, malgré le fait que notre pays est inscrit sur la liste des pays à décoloniser de l'ONU, mais on fait tout pour faire croire à l'opinion, et surtout donc à continuer à favoriser donc ces flux migratoires, donc conformément à ce qui avait été exprimé par le Premier ministre Pierre Messmer dans sa circulaire en 1974. Et ça, c'est devenu pour nous intolérable. Donc on voit la situation. Avec la Covid, ça va diminuer les flux migratoires quand même. Là, vous avez remarqué qu'il n'y a plus quand même grand monde qui rentre. Ah non, je crois pas. Il y a les vols ont cessé, mais on a vu lors des rapatriements qui ont été organisés, les vols organisés pour les rapatriements, que à l'intérieur, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour s'installer dans le pays. Et ça va durer jusqu'à quand? Donc c'est une situation qui est devenue aujourd'hui difficilement supportable. C'est tout à fait simple. Plus vous avez de gens qui rentrent, moins il y a de possibilités pour les gens du pays. Déjà, parce que je parle des gens du pays, ce sont les Kanaks, mais ce sont aussi les victimes de l'histoire. Ce sont ceux qui, normalement, auraient dû être considérés comme des citoyens, qui sont originaires du Pacifique ou de l'océan Indien ou des Caraïbes, qui sont installés là et qui, normalement, sont considérés depuis des citoyens. Donc, ça devient préjudiciable pour toute la population du pays. Et ça, il faut que ça cesse, mais ça peut pas cesser dans la situation politique actuelle. Donc, il est temps qu'on réaffirme donc cette revendication d'indépendance, et j'espère que les choses vont évoluer dans ce sens. Donc, il y a un séminaire qui est convoqué par le Parti travailliste le 1er août, qui sera ouvert, et donc nous souhaitons qu'il y ait le plus de participation possible, et nous souhaitons fortement que cette mouvance nationaliste, de cette mouvance nationaliste émerge une structure nouvelle qui va porter les aspirations de ceux qui ne souhaitent plus que cette situation perdure. Ça veut dire une espèce de concurrent au FLNKS, d'autres partis indépendantistes alliés à côté du FLNKS pour porter la revendication de manière plus forte que ce que fait le FLNKS actuellement. Je n'utiliserai pas le mot fort, parce que il peut y avoir des amalgames. Je dirais la réaffirmation de la revendication nationaliste, de la revendication d'indépendance, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ce mouvement indépendantiste c'est tellement englué dans sa passivité et dans
son silence que aujourd'hui il faut montrer autre chose, et il y a beaucoup de gens qui attendent cette autre chose. Et nous on a fait partie du Rhin depuis 2015 parce que le FLNKS a refusé de s'ouvrir. Et donc, on a vu encore un autre exemple lors des provinciales 2019, la non-ouverture du FLNKS pour former une seule liste en province sud du mouvement indépendantiste. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le FLNKS n'a pas besoin du reste du mouvement indépendantiste, mais ce reste du mouvement indépendantiste existe, et nous avons l'intention de lui donner une nouvelle dynamique et de l'organiser avec les autres structures, les autres responsables qui le souhaitent. Et c'est avec cette structure-là que vous pensez faire campagne pour le référendum du 4 octobre? Oui, on attend le séminaire, et si il y a donc convergence de vues pour la campagne, eh bien donc la campagne que nous allons faire, bien sûr, on avait déjà précisé qu'elle sera en dehors des CNC du FLNKS, et donc ce sera une campagne associée donc aux autres structures et responsables nationalistes. Alors les débats ont été longs lors de la convention qui a décidé de participer à ce référendum, à ce deuxième référendum. Ça veut dire qu'il y a encore des militants du Parti travailliste qui estiment qu'il ne fallait pas participer, qui restent sur l'analyse qui était la vôtre en 2018. Absolument. C'était un débat où différents points de vue ont été exprimés, et c'est tout à l'honneur du Parti travailliste d'avoir ce genre de débat démocratique, et que à l'issue, il y a une décision qui est prise, et qui est donc et qui devient la décision de l'ensemble du parti. Donc ça, c'est quand même remarquable, parce que et ça aide à ce que il y ait une richesse d'avoir à travers ces débats-là, il y a une richesse dans la décision qui est prise, parce que à partir du moment qu'il y a débat, il y a échange d'arguments, et donc là, il y a une meilleure compréhension à la fin de la décision qui est prise, et peut-être qu'elle n'est pas tout à fait conforme à ce que certains camarades auraient souhaité, mais c'est en tout cas de l'ensemble de nos comités communaux, puisqu'on avait envoyé un document préparatoire à cette convention, et les gens l'ont analysé, sont revenus avec au niveau de la convention, et la plupart de nos comités communaux ont donné une position favorable à la participation. Mais est-ce que vous ne prenez pas un risque tout de même, puisque vous restez convaincu que les référendums vont être perdus par les indépendantistes? Vous le disiez après le premier, c'est normal d'avoir perdu le premier, mais on perdra aussi le deuxième et le troisième. Donc vous restez dans cet état d'esprit? Est-ce qu'il n'y a pas un risque à engager vos troupes dans un combat perdu d'avance? Mais c'est très bien que vous utilisiez ce mot de combat perdu d'avance, parce que combat électoral. Hein. Non, mais c'est un terme qui est vraiment exact, quoi. Et ça me permet de dénoncer une fois de plus les indépendantistes qui ont ouvert ce que j'appelle la boîte de Pandore en signant l'accord de Nouméa, parce que l'accord de Nouméa a permis que le corps électoral qui était figé en 88 soit de nouveau ouvert avec des différents critères, et le syndicaliste que j'ai été pendant de longues années, et qui a négocié de très nombreux protocoles d'accord, vous vous souvenez très bien, puisque oui. J'étais la cible favorite de Radio Rythme Bleu et des Nouvelles Hebdo. Mais on sait très bien comment que les choses se passent. S'il n'y a pas de vigilance derrière, s'il n'y a pas un travail permanent pour suivre ce qui se fait, mais la tendance habituelle, la tendance normale, c'est de faire dériver les choses jusqu'à un point où ce qu'on a acquis, c'est devenu assez aléatoire. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé. Donc, plus que jamais, maintenant, il faut revenir à des fondamentaux, et la première opportunité pour affirmer ces choses-là, eh bien, ça va être donc le vote au référendum. Alors, le corps électoral qui est là, évidemment, il va donner un résultat a priori déjà négatif. Mais
Mais justement, c'est par rapport à ce résultat, à ce combat perdu d'avance, qu'il faut qu'on relève la tête et qu'il faut absolument qu'on affirme cette volonté que j'exprimais tout à l'heure. Vous parlez beaucoup du corps électoral. Les non-indépendantistes se plaignent de la décision qui a été prise au dernier comité des signataires avec la décision de n'inscrire d'office que les personnes de droit coutumier. Vous considérez ça comment, vous? De votre point de vue, c'est pas une avancée que seules les personnes de droit coutumier puissent être inscrites d'office désormais sur la liste électorale spéciale? Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en novembre 2017, à Paris, lors de la discussion au comité des signataires, les indépendantistes sont restés longtemps. Vous avez attendu longtemps. Pourquoi? Parce que j'étais opposé à cette ouverture. Et donc, je m'en félicite, parce que il faut ouvrir et ouvrir et ouvrir jusqu'à quand? À un moment donné, il faut savoir dire non, parce que ça reste et ça restera toujours une question d'équilibre à respecter. Si on ne respecte pas les équilibres, sous prétexte que voilà, les gens ils sont là, j'entends d'ailleurs que ceux qui revendiquent de voter. Et maintenant, j'entends dire que s'ils ne votent pas, ils ne payent pas d'impôts. Mais il faut arrêter, quoi. Donc, c'est toujours le grattage. On grattera toujours plus. Et ça, moi, à Paris, vous vous souvenez, j'étais pas d'accord. Je me félicite qu'il y ait cette décision-là. Et je m'aperçois que ceux qui ont signé en novembre 2017, en novembre 2017, et aujourd'hui, ils acceptent qu'on revienne à une décision sur laquelle moi j'ai été a priori. Bon, voilà. Sur la date elle-même du référendum, elle a fait débat. On a hésité entre, ça devait être le 6 septembre. Il y a un report qui a été demandé. 4 octobre, ça vous va? Pour vous, ça n'a pas d'incidence particulière? Pas du tout. Moi, je trouve qu'il n'y a pas débat. Que le référendum ait lieu le 4 octobre ou le 25 octobre, il n'y a pas débat là-dessus. Le débat porte sur le fond, sur les conditions du référendum, mais bon, la date... Alors, autre changement par rapport à 2018, les partisans du maintien de la Calédonie dans la France ont décidé de s'unir. Ils ont constitué un mouvement qui s'appelle les Loyalistes, avec 6 partis qui en sont membres. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez bien que de chaque côté, il y ait des tentatives d'unité pour faire campagne? Ou est-ce que ça vous inquiète, ça vous contrarie, ou ça vous est égal? Pour moi, ça change rien. Parce que quand ils ont les partis pro-colonialistes, vous vous souvenez que c'est le terme que j'utilise. Les partis pro-colonialistes ont toujours su s'unir lorsqu'il fallait s'opposer aux indépendantistes à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est pas une surprise. Et puis au moins, ça donne de la clarté aux choses, quoi. Parce que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens de chez nous qui ont été trompés par certains qui avaient en permanence, qui s'exprimaient en permanence sur le bien fondé du destin commun, du vivre ensemble et tout. Et on le voit. En même temps qu'il y a ces expressions-là, tous les mêmes ont utilisé un certain nombre, ou ont déclaré un certain nombre de choses, ou ont pris des positions qui ont plus porté l'effervescence de la discorde dans la population que l'unité. Et c'est un signataire des accords qui vous dit ça. C'est pas moi, c'est par rapport à cet engagement-là. Et donc, ils sont, pour moi, il y a pas de différence. Et d'ailleurs, on les voit aujourd'hui quand les gens s'expriment, que ce soit les responsables de l'Avenir en Confiance ou de Calédonie Ensemble ou les autres, c'est toujours le même tempo quand il s'agit donc de s'exprimer vis-à-vis du mouvement indépendantiste de ce pays. Louis Cotteret-Régaille, nous sommes le 17 juillet. Et il se trouve que c'est une date historique, puisqu'il y a 10 ans, et vous vous en souvenez forcément, le Premier ministre était venu en Nouvelle-Calédonie pour monter les 2 drapeaux. Vous aviez participé à cette cérémonie. Vous aviez travaillé avec Charlie Pidgeot, avec Pierre Frogier. 10 ans après, qu'est-ce qui reste de ce geste des 2 drapeaux? Et est-ce que vous estimez que c'est une date à célébrer, une date historique? Je ne sais pas si c'est une date à célébrer dans la mesure où
que ce soit chez les indépendantistes ou chez les non-indépendantistes, il y avait donc des gens qui n'étaient pas favorables à la montée de ces drapeaux, hein, vous vous en souvenez, et certains d'ailleurs du camp non-indépendantiste se sont servis pour se construire une majorité politique sur cette décision partagée entre Pierre Frogier et Charles Pizot. Moi, je fais partie de ceux qui ont salué cette initiative parce que, voilà, ce sont des gestes forts. Et ça tombe bien que vous en parlez parce que hier, je circulais dans Nouméa et je m'apercevais que partout, y compris sur les bâtiments de la police municipale, sur un certain nombre de bâtiments officiels, il n'y avait que le drapeau français. Donc, pour moi, c'est un geste fort, mais comme les accords, les gens ont été capables de faire les efforts nécessaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est retombé dans les mêmes habitudes, je dirais, dans les vieilles habitudes. Et comme je disais précédemment, ce sont des habitudes qui portent les ferments de la discorde et de la division. Donc, vous savez, si le drapeau kanak, il avait été un peu plus présent aux côtés du drapeau bleu, blanc, rouge, comme vous le rappelez si bien, hein, qui a été monté il y a 10 ans, peut-être que beaucoup de gens se reconnaîtraient mieux dans cette ville. Moi, d'abord, je veux, moi, aujourd'hui, saluer ce que Pierre Frogier et, Charles Pizot ont eu le courage de faire il y a 10 ans. Mais, voyez ce que je viens de dire par rapport à ça et ce qui s'est passé depuis les accords, malheureusement, les gens oublient vite. Les gens oublient vite, pensent que voilà, c'était un épiphénomène et puis on continue à faire comme si de rien n'était, à continuer à marginaliser les Kanaks, à faire échec au rééquilibrage, etc. Donc c'est quand même dommage. Et comme je l'ai dit précédemment, c'est un signataire des accords qui vous dit ça. Mais alors comment faire renaître ce que votre génération a su faire, ce qui s'est fait depuis 88, on a l'impression effectivement que ça se délite un peu dans ces 3 référendums. Comment est-ce qu'on peut retrouver l'esprit des origines? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ceux qui ont cru ont fait l'effort pour ça et ont réussi à entraîner les autres là-dedans. Donc c'était un peu plus difficile pour les autres, mais ils ont cru et ils ont fait confiance. Quand on voit le résultat 30 ans plus tard, parce qu'il faut remonter aux événements et aux premiers accords de 88, vous savez, aujourd'hui, au niveau des Kanaks, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que il y a une responsabilité qui a été prise et le résultat de cette responsabilité-là, c'est que la situation des Kanaks, elle est pire qu'il y a 30 ans. Alors c'est vrai que il y en a qui ont des entreprises, vous savez, il y en a qui ont de bonnes situations, mais ça reste marginal. Ce qu'on voit le plus, c'est pas ceux qui ont réussi, c'est pas ceux qui ont fait des études et qui sont des cadres qui sont compétents. Ce qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est cette situation de marginalisation, les SDF qui sont là dans les rues et les jeunes qui boivent, qui fument, c'est ce qu'on voit le plus. Mais ça, c'est la conséquence d'une situation sociale, on va dire, mais la situation sociale est la conséquence de la situation politique. Et donc, ça va être difficile, ça va être difficile pour redonner confiance à des gens qui ont vu durant ces 30 ans que leur confiance qu'ils avaient donnée il y a 30 ans, elle a été trompée. Alors, peut-être que chez les non-indépendantistes, au niveau de l'État, peut-être qu'il y a des magiciens pour donner des solutions. Donc, on attend. Oui, justement, l'État a joué un rôle au moment des accords. Il y a 10 ans encore, c'est le Premier ministre qui est venu monter les 2 drapeaux. Vous attendez quelque chose du nouveau Premier ministre qui vient d'être nommé, ou Jean Castex? Ou vous pensez qu'aujourd'hui, l'État ne peut plus être une force d'impulsion pour la Nouvelle-Calédonie?
Comme, comme je vous l'ai rappelé, je suis peut-être fait partie des derniers à avoir signé les premiers accords, hein, ceux de Matignon, en tout cas moi, Matignon, Oudinot, pardon, qui a complété Matignon. Depuis, hein, à travers donc cette responsabilité, on en a côtoyé des premiers ministres, des ministres d'outre-mer. Comme j'ai répondu à une précédente interview sur ce changement de premier ministre, les hommes changent, les responsables qui sont nommés changent. Mais la politique de l'État reste la même. Et y compris quand c'était les socialistes qui étaient au pouvoir. Hein, les socialistes ayant promis l'indépendance aux Kanaks, supposés être les partisans de l'indépendance. La logique de l'État, et cette logique-là, l'État colonial, j'entends, eh bien... c'est de continuer à faire en sorte que la Calédonie demeure française. Et peut-être qu'on verra, certains sont venus et ont fait des discours qui ont choqué une partie et puis éveillé l'intérêt des autres, de l'autre partie. Mais au final, la logique politique de l'État reste la même, quel que soit le Premier ministre ou quel que soit le ministre d'Outre-mer. Donc vous n'en attendez rien. Vous avez évoqué la crise sanitaire tout à l'heure. Globalement, la majorité de gens trouvent que les choses ont été bien gérées ici. D'ailleurs, le Covid n'est pas entré, ne circule pas en Nouvelle-Calédonie. Vous, c'est pas votre impression? Vous trouvez qu'on aurait dû gérer les choses autrement? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Et je profite pour tirer un grand coup de chapeau aux coutumiers de ce pays, notamment ceux de Djouper Kapomé, qui à un moment donné, devant l'annonce d'un avion militaire, se sont mobilisés en tout cas. Et puis les coutumiers de la province des Îles-Loyauté, hein, qui ont fermé les aéroports. Et ça, c'est un exemple qui montre que, on est en mesure de gérer les choses dans l'intérêt de nos populations. Ce que j'ai dénoncé tout à l'heure, c'est le comportement de l'État. Comment ils ont passé outre les précautions sanitaires, notamment dans les voyages de certains avions militaires, l'absence de communication d'informations. Et aujourd'hui encore, ce qui se passe, quand on apprend que les vols à destination de la Nouvelle-Calédonie ne seront plus précédés de contrôle a priori des passagers, pour moi, c'est des décisions graves, parce que si la Nouvelle-Calédonie... ce pays, eh bien, compte tenu de sa gestion qui a été bonne, hein, du Covid-19, est dans une situation qui est intéressante. C'est pas le cas ailleurs, et on voit les résurgences de risques épidémiques partout, y compris en France, hein, dans certaines zones françaises. Donc pour moi, le risque il est trop grand, et c'est pas bien que aujourd'hui de prendre des décisions d'ouverture et d'absence de contrôle sur les passagers qui vont entrer dans le pays. Là, il y a un cas encore qui vient d'être signalé, c'est un cas importé, donc pourtant que ça reste des cas très isolés. Légèrement positif, hein, on fait un peu d'excès de zèle dans les contrôles quand même. Ça veut dire quoi, légèrement positif? Le mec, il est positif ou il n'est pas positif, donc c'est ça un peu l'abus de langage, hein, de dire légèrement positif. Alors, ok, on va dire celui-là, il est légèrement positif, mais si demain il y a les vols avec des centaines de passagers, d'ailleurs ça commence, sans contrôle là-bas, au départ, et puis ici, donc, les gens ils sont confinés, mais ils vont travailler tous les jours, et puis ils retournent à l'hôtel, mais c'est tout sauf sérieux, quoi. Et les 250 magistrats qui doivent venir contrôler le référendum, faut les faire venir quand même? Pareil, qu'ils soient contrôlés avant. Ça c'est pas difficile, hein. Il suffit de passer à un contrôle, et puis après, si les gens ils sont contaminés, ils viennent pas, et ils sont remplacés par d'autres, voilà. D'ici le 4 octobre, vous allez donc le 1er août réunir un séminaire avec des partis nationalistes, et ensuite vous allez faire une vraie campagne pour le référendum. Absolument.
Sous quelle forme? Comment Mais pareil, vous savez comment vous organisez? on a commencé déjà à travailler sur la forme que prendrait notre campagne, mais on est aussi en attente de ce séminaire du 1er août qui, donc, pour nous, serait susceptible de rassembler les nationalistes pour la campagne du oui. Donc on ferait campagne ensemble avec les autres nationalistes. Louis Cotterêts-Régueil, le président du Parti travailliste, merci d'accepter notre invitation ce midi. Merci, Madame Noah. À une interview qui sera rediffusée, je le rappelle, dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Excellent après-midi. Prochain rendez-vous d'infos sur RRB à 13h.